Bonjour à toutes, bonjour à tous. Erwan Dieu, Olivier Sorel, nous allons vous présenter le cas du protocole Césure, qui est un protocole ou un dispositif d'intervention pour les professionnels, un dispositif d'intervention pluridisciplinaire et intégratif, donc qui ne prend pas position sur certains modèles plutôt que d'autres. Je le dis de suite par rapport aux professionnels dans la salle, en général, c'est très appréciable de commencer ainsi et de pouvoir s'y retrouver dans l'intervention. Le service ARCA que nous représentons, donc nous sommes tous les deux co-directeurs du service ARCA, qui est un service qui a deux souhaits. C'est le service de criminologie, qui est issu de la France, qui a deux souhaits, qui est d'accompagner à la fois sur les terrains les professionnels. Donc il y a un centre ressources par région à peu près, sauf en Ile-de-France où il y en a 3. Ce sont des centres ressources plutôt cliniques. Et il y a une autre branche qui est un développement international, plutôt pour la formation et la création de programmes ou la supervision de programmes. Dans ce cadre-là, nous présentons plutôt le cadre international avec la création d'un programme. Pour une fois qu'il y a des dispositifs qui viennent de la France et qui s'implantent à l'étranger, en matière de criminologie, je vous dis que c'est plutôt agréable, puisqu'on parle à juste titre souvent plutôt des modèles canadiens. Pour une fois, on a un modèle français qui s'est un petit peu diffusé. Nous vous le présentons à deux, puisque ce protocole Césure issu de la France est aujourd'hui un programme qui s'appelle 3C2D, 3C2D, mandaté par la Commission européenne. Donc c'est un projet de la Commission européenne d'implantation dans différents pays européens. J'en suis le superviseur, enfin le responsable européen, et mon collègue est le responsable national de l'implantation de ce projet. C'est pour ça que nous intervenons à deux voix. Moi, je vous présenterai le cadre du protocole, comment il a été construit, comment il se constitue, et mon collègue vous présentera vraiment les méthodes dedans, les outils spécifiques qui sont dans ce protocole-là et que vous pouvez tout à fait développer. J'étais clair ? Très bien. Oui. Samedi après-midi, bon, faut pas hésiter. Quand les personnes font cette tête, vous savez, je ne sais pas si c'est sérieux ou si je les ai perdus. Très bien. Donc, nous allons présenter un petit peu ces deux approches-là. Nous avons été saisis à l'origine par l'ADAP, c'était fin 2015, je ne préciserai pas le contexte, pour essayer de proposer des modalités ou des méthodes pratiques opérationnelles aux professionnels dans un cadre judiciaire en milieu fermé ou en milieu ouvert, mais pour les SPIP, donc pour la direction de l'administration pénitentiaire. Il s'agissait à l'époque de la DP Plate qui nous avait demandé de travailler sur ce sujet. Nous avions souhaité prendre du temps, même si depuis 2012, nous travaillons sur les tueries de masse. Donc la question évidemment des postures radicales était largement abordée dans notre service. 3 questions se posaient concrètement pour construire un protocole, un dispositif et savoir un petit peu à qui on pourrait finalement le proposer ou sur quoi nous allions intervenir. Les problématiques personnelles visées, les problématiques judiciaires visées, et puis les autres questionnements possibles. Ces 3 questions, finalement, répondent à l'implantation du protocole Césure ou du dispositif Césure. Là, je vous le présente dans un cadre milieu fermé, mais il est décliné aujourd'hui en milieu ouvert. Il y a aussi une recherche nationale actuelle pour les services judiciaires en milieu ouvert. Voir un petit peu les effets possibles, les impacts de ce protocole. D'un point de vue problématique personnelle, donc vous pourrez aller regarder plus précisément les définitions que nous abordons de la radicalisation, mais elles ne sont pas forcément très originales. Elles reprennent les grands écrits actuels sur la recherche, ce que vous traversez depuis plusieurs jours. Nous intéressons essentiellement à l'identité vulnérable qui serait susceptible d'un engagement radical ou d'un investissement radical. Donc nous prenons parti de vulnérabilités personnelles et sociales dans lesquelles finalement les postures radicales pourraient répondre à des besoins. Ce sur quoi nous allons accompagner les personnes, les familles, les groupes, ce sont des recherches de cohérence identitaire, donc les aider finalement à trouver des réponses très concrètes dans le quotidien par rapport à des besoins fondamentaux qui auraient été investis de manière dysfonctionnelle. Pour cela, nous allons essentiellement évaluer et accompagner des ressources positives pertinentes. Ça a été indiqué juste avant par notre collègue danois, donc on va parler des facteurs de protection, plutôt en criminologie, mais aussi les vulnérabilités criminogènes, les facteurs de risque que nous allons évaluer et essayer de tenter au mieux de résorber. Et prendre tous ensemble les dispositions internes et externes qui permettraient à la personne de s'engager. La plus grande problématique qui était abordée fin 2015 était la disposition des personnes à prendre en charge, les dynamiques d'engagement. Comment permettre à une personne qui ne souhaite pas être prise en charge dans ce cadre de contraintes, pour des professionnels qui n'ont pas les outils, pour des personnes qui ne parlent pas notre langue, comment faire finalement, comment proposer un accompagnement, et je passe de côté les pathologies mentales ou les déficits cognitifs. Dans ce que proposera mon collègue, il y a la possibilité d'intervenir avec des personnes qui ne parlent pas notre langue ou qui ne souhaitent pas nous parler et de travailler au mieux avec elles, puisque certains supports sont déclinés en 14 langues et passent par des modalités, par exemple, de réalité virtuelle. Problématique judiciaire, il s'agit d'intervenir à la fois sur les infractions terroristes, classées de suite terroristes,
Les DCSR, donc plutôt les infractions de droit commun mais avec des soupçons de radicalisation. Donc nous pourrions être avec des violences sexuelles, des violences conjugales, etc., mais avec des problématiques de radicalisation reconnues. Ou alors, de manière plus large, des publics violents, mais dont on a discerné une vulnérabilité identitaire, donc une particularité dans l'identité qui fait que la radicalisation pourrait prendre place. Autre questionnement qui venait, auquel nous avons pu répondre, nous avons implanté protocole césure à la fois dans des centres de détention et des maisons d'arrêt, hommes, femmes. Pour les deux, cela se faisait. Pour l'instant, nous n'avons pas tenté, par contre, public mixte. Systématiquement, il s'agissait soit de public homme, soit de public femme. Mixte en âge, mixte sur les facteurs de risque et de protection. Par rapport à ça, l'une des grandes questions pour la construction du protocole et des outils étaient finalement les modalités d'origine. Alors, modalités d'origine, c'est-à-dire quelles sont les approches concrètes, scientifiques ou psychologiques et sociales que nous pourrions développer, décliner pour proposer des pratiques opérationnelles. Il y a les approches d'origine en clinique, donc temps, humanisme, psychodynamique ou TCC, ou les thérapies des schémas, mais les déclinaisons d'exposition. Il y a les approches plutôt centrées sur les émotions ou sur le somatique aujourd'hui. Donc nous pouvons aller sur l'ICV, l'EFT ou le MDR, ou les pratiques de pleine conscience. Les modèles criminologiques reconnus dans l'administration pénitentiaire, donc il peut s'agir de l'entretien motivationnel, alors qui n'est pas un modèle criminologique à l'origine, mais qui est aujourd'hui utilisé dans l'administration pénitentiaire, la justice restaurative ou les modalités de désistance. Nous avons choisi d'utiliser en priorité le modèle que l'on appelle le Good Life Model, qui est un modèle qui se centre sur les besoins fondamentaux des personnes d'un point de vue réhabilitatif et qui essaie de comprendre pourquoi les sujets en sont venus à utiliser des comportements déviants ou infractionnels afin de combler des besoins qui, a priori, sont des besoins humains fondamentaux. Donc le Good Life Model que nous avons utilisé dans le cadre du protocole césure, nous a paru être intéressant car il permet de couper à la fois des approches comportementales, cognitives et émotionnelles, mais également des analyses plutôt orientées psychodynamiques. Il manquait toutefois un raisonnement qui nous permet de coupler les différentes modalités d'intervention et d'analyse, qui était le raisonnement temporel. Lorsque nous intéressons à l'identité radicale, ce qui a été rappelé il y a 30 minutes, qui a été rappelé il y a 2 heures, puis plusieurs fois durant ces 3 jours, qui est finalement l'évolution de la personne. La problématique à la racine, mais aussi son évolution identitaire vers le futur. L'un des modèles que nous avons souhaité utiliser est le TIME, qui est le modèle de l'identité temporelle, et qui s'intéresse précisément à l'évolution de l'identité dans le temps. À la fois, finalement, son passé, mais surtout les perspectives futures, ce vers quoi la personne souhaite aller, les différents scénarios futurs qu'elle pourrait développer. Pour en arriver là, on essaie de traverser avec la personne et la mettre en situation, lui faire vivre des temporalités, des moments de sa vie bien précis, dans le passé, dans le présent et dans le futur, et différents scénarios possibles dans son futur. Nous utilisons en général les principes CDR, C pour la construction mentale de soi dans l'avenir, le D pour la disposition, donc le sentiment finalement d'efficacité par rapport à son futur, et le R sur la réalisation, les planifications possibles pour atteindre un futur désirable. Donc nous allons utiliser des modalités spécifiques que vous pourrez retrouver dans n'importe quelle de vos approches, qu'elles soient psychodynamiques, qu'elles soient TCC, qu'elles soient MDR, Mindfulness, mais orientées systématiquement vers le parcours de vie et surtout la construction d'un futur désirable pour la personne, mais aussi pour la société. Alors, en une diapositive, je résume quelque chose qui pourrait constituer l'ensemble de 5 cursus en psychologie et d'un travail social. Donc vous ne m'en voulez pas de faire des raccourcis assez énormes dans chacun des domaines. Donc pour construire ce protocole césure, nous sommes orientés sur le Good Life Model en tant qu'approche réhabilitative que l'on peut avoir aujourd'hui dans l'administration pénitentiaire, mais aussi chez les cliniciens ou les travailleurs sociaux. Et nous lui avons adjoint les modalités temporelles du TIME. Césure, il s'agit d'un acronyme. Ce sont des cercles d'intervention répartis entre les professionnels pour intervenir sur l'emphase identitaire, donc les problématiques identitaires, ou plus basiquement appelées les emprises, alors sur la personne, mais aussi par la personne elle-même, sur son identité. Il s'agit d'un travail pluridisciplinaire. Il s'agit d'un travail pluridisciplinaire autour de 3 cercles. Il y a un cercle primaire, un cercle secondaire et un cercle tertiaire. Primaire, secondaire, tertiaire, il s'agit de cercles qui sont de plus en plus proches de la personne et qui s'en éloignent en termes d'intérêt pour elle. Le cercle primaire, il s'agit de modalités d'intervention par les professionnels et pour les professionnels, afin d'aider la personne au quotidien, au plus près de son insertion sociale. Pour cela, il s'agit du travail éducatif classique, du travail social, mais aussi, par exemple, des modalités de justice restaurative, donc de l'inclusion de la sphère sociale.
Le cercle secondaire il s'agit plutôt de modalités d'accompagnement réhabilitatives, donc non pas la société qui revient directement à la personne et qui l'entoure, mais des compétences à faire acquérir à la personne, ce qui a été évoqué juste avant, les compétences de vie, les compétences sociales. Ces compétences sociales peuvent être proposées à la personne sous la forme d'un accompagnement individualisé ou d'un accompagnement groupal que mon collègue détaillera après. Enfin, le cercle tertiaire, il s'agit des modalités d'évaluation, donc plus éloignées de la personne en termes d'intérêt, bien que ces évaluations lui soient partagées, qu'elles soient partagées entre tous les professionnels, puisque ces évaluations sont faites par l'ensemble des professionnels sur des critères partagés, et l'ensemble des outils que les professionnels utilisent dans ces 3 cercles ont été aussi formés en même temps. Tous les professionnels sont formés au même jargon, aux mêmes outils, et ils se les partagent après dans le protocole. Plus précisément, il y aura 4 objectifs possibles à atteindre suivant les besoins des personnes, soit un travail mené sur l'identité, la motivation, la disposition au changement, soit un travail orienté sur les valeurs fondamentales de vie et les convictions, donc les convictions spécifiques ou les distorsions spécifiques, un travail sur tout ce qui sera de l'ordre des habiletés relationnelles et émotionnelles, et enfin les compétences en termes de perspectives futures. Il peut s'agir de prévention de rechute, tout comme de perspectives futures positives. Pour ces 4 objectifs à atteindre, il y a 4 modules que l'on peut retrouver, qui sont organisés finalement dans le protocole Césure. Ces 4 modules vont vraiment se décliner en termes de plan de vie, gestion des émotions, réapprentissage ou partage de valeurs fondamentales et plan de vie futur à développer. Dans ces 4 modules, nous pouvons mettre en place des accompagnements thérapeutiques, des accompagnements judiciaires éducatifs, accompagnement individuel ou groupal. Par rapport à ça, je vais essayer de résumer où on en est un petit peu sur l'ensemble de ces protocoles-là avant de passer la main à mon collègue qui aura 8 minutes. Oui. Okay. Donc, les sites formés depuis 2015, il s'agit à la fois de sites nationaux, des CNE, donc les centres nationaux d'évaluation, les UD ou les CAIR, donc les quartiers d'évaluation de la radicalisation, les SPIP, les DISP. À savoir qu'énormément de services ont été formés aujourd'hui. Je vais prendre l'exemple de la DISP de Lyon, la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon, où 7 sites, donc 7 prisons tournent avec le protocole Césure. Dans ces 7 détentions, certains en sont à leur 3e protocole. Donc c'est un protocole finalement qui a vocation à se pérenniser, qui peut s'élargir suivant les différents publics. Les formations, il peut s'agir du protocole global tel que je vous le présente, et dans ce cas-là, cela représente une formation assez lourde puisqu'il s'agit de 10 jours de formation avec 5 jours de supervision, ou bien de cibler, suivant les territoires et les professionnels, des formations spécifiques, dans ce que mon collègue aura peut-être la possibilité de vous présenter. En termes juste d'appropriation et de résultats, je vais aller un petit peu plus vite. Si ce protocole-là vous intéresse, et notamment les résultats ou comment il a été pensé, construit de manière un petit peu plus approfondie, nous essayons au maximum de publier et de communiquer sur l'ensemble des résultats. Aujourd'hui, les résultats approfondis sont dans les mains des universités. Alors, pour la France, l'Université de Tours, pour la Belgique, Leuven et Liège. En Italie, c'est l'Université de Milan, qui font les évaluations d'impact dans les 3 pays d'implantation du protocole Césure. De manière générale, l'empowerment et les perspectives de vie futures sont bien redéveloppées. Nous avons des résultats significatifs auprès des personnes placées sous main de justice. Il nous reste encore beaucoup de biais dans nos évaluations, donc on ne peut pas se prononcer de manière quantitative avec des corrélations vraiment significatives absolues. On laisse la main aux universités pour ça. Et je vous remercie. Bonjour à tous, alors je vais aller très vite. Je vais remercier Monsieur Dieu qui travaille très bien sur l'approche temporelle, mais d'une manière peu équitable. Et je vais essayer, dans les 4 minutes qui me restent, donc, de vous parler du protocole Césure. Le protocole Césure, ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est que c'est quelque chose qui peut être pensé dans une globalité, qui peut être clé en main, et je vais essayer de vous présenter finalement plutôt de manière un petit peu d'énumération à l'après-vert, malheureusement vu le temps, mais de vous montrer la globalité et la complémentarité des outils qu'on peut retrouver à l'intérieur. Dans un premier temps, il y a une idée d'accompagnement individuel où on va travailler sur les besoins, un petit peu à l'instar de ce qui a été présenté tout à l'heure par notre collègue. Alors lui, il l'avait présenté dans un cercle avec les différentes valeurs. On retrouve finalement cette capacité à travailler sur les besoins fondamentaux, les aspirations positives de la personne. Donc on retrouve toute une liste de 10 besoins particuliers et on va essayer d'avoir une approche systémique avec la personne lors de différentes modalités d'entretien. Je vous ai mis aussi ici un petit jeu d'échecs, puisque pour le coup, on a développé donc l'outil Sphère, qui est un outil d'orientation systémique qui nous permet dans un entretien de pouvoir représenter
comme si c'était finalement un instantané daté à un moment donné dans la temporalité de la personne. Ça peut être sur une période de vie, ça peut être sur avant une rencontre finalement avec une idéologie ou quelque chose de cette sorte, de ce principe-là. On va essayer de travailler sur l'organisation de sa vie, à savoir sur ses investissements temporels, ses investissements affectifs, et puis finalement la signification, c'est-à-dire le sens qu'il va y trouver. Aller investiguer finalement la face cachée de l'iceberg, c'est quelque chose qui va être assez informatif pour le professionnel qui va être dans l'accompagnement, mais aussi dans l'évaluation, à savoir quel est le besoin, le bénéfice qui se cache derrière tel comportement, à savoir la face visible de l'iceberg. Donc on croise deux outils ici dans le protocole, l'outil Sphère qui va vraiment investiguer de façon plutôt statique l'ensemble des besoins et donc des comportements qui vont essayer d'y répondre, et puis une approche temporelle, l'outil est assez informatif finalement sur son orientation, l'outil McFly qui va viser la comparaison de ces différents instantanés, et on va donc travailler avec la personne sur la possible évolution et la possible comparaison de ses investissements dans le passé, dans son présent, mais aussi finalement dans ses futurs, avec maintien de certaines problématiques et avec finalement sortie de certaines problématiques. Le deuxième outil, la deuxième famille d'outils qui va être présentée dans le protocole Césure, c'est tout ce qui va être sur le psychoéducatif et donc tout ce qui va concerner le travail sur les émotions. Tout à l'heure, on avait donc un directeur d'une agence régionale de santé. Je vais reprendre le terme. On va travailler sur les compétences psychosociales et on va essayer d'alimenter la personne à la fois dans quelque chose de l'investigation de ses symptômes et en même temps de lui donner des équipements pour essayer de se stabiliser d'un point de vue émotionnel, à la fois pour lui-même et à la fois donc pour les professionnels qui peuvent intervenir directement au contact des bénéficiaires du programme. Ça, c'est quelque chose qui peut se pratiquer à la fois en individuel et en groupe. On a ensuite l'orientation restaurative. Comme c'était indiqué tout à l'heure, ça veut dire tout simplement travailler avec potentiellement un mentor. Je reprends la terminologie présentée tout à l'heure, comme ça on gagne du temps. Et puis, pourquoi pas, avec les membres de la famille ou avec finalement toute personne qui pourrait correspondre à quelqu'un qui répondrait aux critères de victime, victime de l'engagement de la personne, victime de son choix, victime de son orientation. Et on va travailler avec la personne dans l'idée de restaurer ce lien social, quel qu'il soit. Donc ça, c'est l'outil Atlas. On a aussi un outil, donc Erwan en parlait tout à l'heure, l'outil Fred, qui est un environnement donc numérique de travail qui va être en réalité virtuelle et qui va permettre de compiler tout ce que je vous ai présenté précédemment, à savoir la dimension clinique, à savoir la dimension des plans de vie et des instantanés. Et là, donc, on va faire évoluer la personne grâce à ça, un outil de réalité virtuelle qui va lui permettre de s'immerger complètement dans un environnement et avoir finalement face à lui des avatars qui vont représenter certaines périodes, lui, dans certaines périodes de sa vie. Et on va avoir autour tout ce qui va être finalement satellitaire et tous les engagements qu'elle peut avoir, comportementaux, affectifs, relationnels, etc., etc. L'outil Espère, donc l'outil Espère, c'est le seul outil qui finalement dans le programme Césure ou dans le protocole Césure est complètement spécifique à la question de la radicalisation, de l'emprise, de l'emphase, etc., etc. Ça reprend, comme ça a été présenté tout à l'heure, à la fois les facteurs de protection et à la fois les facteurs de risque. Donc la première et la deuxième colonne que vous voyez sont finalement des items qui seront à travailler. Et pour plus de précision sur cet outil-là, un article a été récemment publié dans la revue qui est citée, mais il faut que j'avance. L'accompagnement groupal, c'est à la suite finalement de cet accueil individuel, on va constituer un groupe. Je vais passer très rapidement tout ce qui est critères d'inclusion et d'exclusion pour essayer de quand même vous montrer un petit peu comment ça va se passer. À la suite de l'accompagnement individuel, on va construire ce qui est avec la personne, là, un GPS, c'est-à-dire un guide de plan de suivi, et ça va être sa feuille de route, ça va être ses objectifs finalement qu'elle va avoir co-construit avec les professionnels qu'elle aura rencontrés et qui l'auront orienté vers ce protocole groupal. 4 modules qui ont déjà donc été présentés, à la fois le travail sur l'identité et la motivation, sur les valeurs et sur les convictions, mais je vais présenter directement module par module. Chaque module, de façon assez spécifique, est constitué donc de 5 séances. Chaque séance sont normalement programmées dans un ordre bien particulier qui permet finalement de s'approprier de plus en plus. Les professionnels de la motivation diraient d'internaliser le parcours et d'être dans quelque chose qui va être de plus en plus décentré de la problématique pour être dans l'objectif de reconstruire quelque chose.
Donc un petit peu comme on le voit ici, chaque module est décliné donc dans 5 séances qui vont toutes avoir des objectifs et le groupe va être un support d'étayage assez intéressant qui va permettre de travailler de façon à la fois collective et individuelle puisque l'ensemble donc là des petits visuels qui sont présentés sont fournis aux participants et il y a des capacités de travail psycho-éducatif et de réappropriation de tout ce qui va se passer durant le groupe. Chaque séance de groupe est présentée un petit peu d'une manière assez classique. Ça veut dire que j'ai fini, pardon. Je vais donc passer très vite. Il y a tout un programme donc, avec les séances et on va avoir systématiquement un exercice de type psychodrame cognitif et éducatif qui va structurer le noyau dur de la séance et autour de ça, on aura un travail donc d'étayage avec chaque participant du groupe. Donc les 4 modules sont répartis systématiquement de la même manière. Donc dans le module 2, on va plutôt travailler effectivement sur les valeurs et sur les croyances. Dans le module 3, on va travailler sur les aptitudes émotionnelles, cognitives et les compétences psychosociales. Dans le module 4, vraiment sur l'idée de construire avec la personne quelque chose de l'ordre de la projection dans le futur, c'est-à-dire reconstruire et repenser et prévoir aussi un plan de vie qui soit cohérent avec ce que l'institution attend de la personne, mais surtout ce que la personne peut avoir comme objectif pour elle-même au regard de l'investigation qu'il va y avoir eu sur ses besoins fondamentaux. En résumé, le programme Césure, c'est tout ça. C'est tous ces outils-là à la fois. Ça, ce ne sont que les premiers visuels, la première page de chaque outil, mais chaque outil, finalement, est décliné à la fois pour les professionnels et à la fois pour les participants qui vont avoir, à l'instar d'un petit portfolio ou d'un petit guide de parcours, quelque chose qui va pouvoir être construit dans la continuité. Et vous pouvez nous retrouver donc sur les différents réseaux sociaux pour prendre les informations que Monsieur Dieu n'a pas eu le temps de donner, parce que pour le coup, il n'a pas eu beaucoup de temps. Et je vous remercie de votre attention. Merci.